connaissent pas, je suis Rachel Lozano et je travaille donc au Global Nutrition Cluster et je suis en charge du dossier de collaboration intersectorielle. Géraldine, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Géraldine Belloc. Alors je vais activer ma caméra une seconde pour vous dire bonjour et ensuite je libérerai la bande passante. Donc bonjour à toutes et à tous, j'espère que ça va bien. On est ensemble pour 1 heure et demie aujourd'hui pour discuter du processus HRP pour 2024. Merci Rachel, je te rends la parole. Merci Géraldine et bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, ensemble, on va passer au travers de tous ces points-là. Donc, on va définir la portée du HRP ou PRH. Alors vous allez voir, des fois, on mélange un peu les acronymes entre l'anglais et le français, mais voilà. Et formuler les objectifs initiaux. Donc déterminer la portée du PRH, rédiger des objectifs stratégiques préliminaires, identifier les objectifs spécifiques initiaux en fonction des objectifs stratégiques préliminaires. Dans un deuxième temps, on va voir comment on effectue l'analyse de la réponse. Donc, on va examiner l'intérêt, on va voir l'intérêt, la pertinence et la faisabilité des interventions. On va discuter l'articulation des interventions intersectorielles et puis estimer le nombre de personnes à cibler. Puis, dans un troisième temps, on va voir quel est le plan de la réponse sectorielle, comment formuler les objectifs, formuler des projets, des activités, estimer le nombre de personnes à cibler, estimation du coût de la réponse et puis pour finaliser, on regardera des cross-cutting issues comme la violence basée sur le genre, le handicap, ICSI et puis AAP. Voilà, et puis à la fin, on fera une petite récapitulation sur le soutien qu'on peut vous fournir dans ce processus du HRP. Alors vous allez voir, c'est assez dense. On aura des moments pour questions-réponses. N'hésitez pas à taper dans le chat si vous avez des questions à tout moment. Et puis on prendra bien le temps de répondre à vos questions. Donc n'hésitez surtout pas d'intervenir, de nous couper. Il n'y a aucun souci. Voilà. Donc on va présenter, comme j'ai déjà dit, toutes les étapes du HRP, les outils qui sont à votre disposition et également les documents de référence. Voilà, donc je vais laisser Géraldine commencer à rentrer dans le vif du sujet et vous présenter les premières étapes. Géraldine, à toi. Merci beaucoup Rachel pour cette introduction. Donc on va commencer tout de suite dans le vif par, une question. On n'a pas fait de poll pour pas perdre de temps parce que c'est une présentation assez dense, donc c'est une question ouverte. Donc soit vous prenez la parole avec le micro, soit vous écrivez dans le chat. Mais, vous avez 4 propositions A, B, C, D et une seule représente la séquence correcte des différentes étapes d'un processus HRP. À votre avis, quel est le séquençage correct entre ces 4 propositions? Je vous laisse les lire et répondre soit en parlant, soit dans le chat. Est-ce qu'on a des premières intentions? Voyons, est-ce qu'on a des collègues qui se lancent? C'est timide encore. C'est la phase digestive. Donc comme vous voyez, hein, c'est quasiment toujours les mêmes étapes, mais elles sont dans un ordre différent. Et quel est le bon ordre, à votre avis? Mais tenter, on est entre nous. C'est plus pour lancer des Oui, discussions qu'autre oui, chose. C'est oui. vraiment tranquille. Il n'y a pas de jugement. Alors on a des C, Ah, voilà. Merci on a Aristide des déjà. premières réponses.
On en attend une ou deux de plus et après on va commencer pour pas perdre de temps Ah, parce qu'on le est quand même sur C un semble dominer. ouais, le Pardon, C je t'ai semble coupé. dominer. Mmh. Ouais, il y a que du C, C'est ça. 6 réponses. Et donc du coup, bah, du coup, c'est plutôt B. Mais effectivement, la portée du HRP et l'analyse de la réponse sont des étapes que vous allez faire. Alors d'abord la portée et ensuite l'analyse de la réponse, mais ça va être quand même, assez consécutif. Vous allez le faire dans la foulée. Mais effectivement, on définit d'abord la portée du HRP ou qu'est-ce qu'on veut atteindre? Qu'est-ce qu'on a en tête? Où vont être nos frontières? Et ensuite, à l'intérieur de ça, on va analyser ce qu'on pense faire tous ensemble. Donc la bonne réponse était B, mais effectivement C n'est pas faux non plus. OK, merci beaucoup à tous ceux et toutes celles qui se sont lancés. On avance. On va ensemble sur la prochaine. Donc, comme je vous disais, la 1re étape, le tout début, c'est la portée. Qu'est-ce qu'on pense, jusqu'où on pense aller? Quelles vont être nos limites et nos frontières par rapport à un plan de réponse qui a une visée d'urgence uniquement et pour une année. Il y a quelques cas de HRP multi-années, mais pour l'instant, c'est pas encore, généralisé. Donc on part sur, voilà, qu'est-ce qu'on pense, à quoi on pense répondre, l'urgence plus sur à peu près une année. Et ensuite, on va, à 2 niveaux différents, formuler des objectifs stratégiques très, très haut niveau et ensuite des objectifs spécifiques qui viennent un peu détailler ces fameux objectifs stratégiques qui sont généraux, et très haut niveau. Dans un deuxième temps, on effectue l'analyse de la réponse. On étudie bien si qu'est-ce qu'on veut faire, quel est le plus intéressant, quel est le plus faisable, enfin et cetera et cetera. Et ensuite on passe au gros paquet là qui est vraiment dans vos mains à vous, en tant qu'équipe de coordination des clusters et des secteurs, qui est le développement des plans de réponse sectoriels. Donc 3 gros blocs pour le HRP, ça a pas changé ces blocs-là, par rapport à l'année dernière. Les nouveautés sont que le processus, est un peu plus détaillé, c'est un peu affiné, mais sinon ces 3 blocs-là, vous les connaissiez déjà, l'année dernière. Donc si on continue, Il y avait une main d'Alain. elle Alors je sais oui, pas mais elle a si Alain, c'était disparu, une je crois. erreur. Ouais, voilà, donc je sais Ouais, pas j'ai si vu, c'était une ouais. erreur ou Alain? Ah, la main est de Ah, retour. Ah, elle a Oui, disparu. Alain, bonjour. vas-y, prends la parole, oui. Non, je suis là. Bonjour, bonjour, chers collègues. Oui, en fait, c'est par rapport au choix que j'avais, donc le choix de C. oui. Alors, comme vous avez dit, c'est B. En fait, je voulais savoir, donc je sais que c'est vrai pour définir le plan de réponse. Je me disais qu'on devrait normalement partir des réponses de l'année passée pour pouvoir définir la portée du HRP pour l'année qui va commencer. C'est ce qui m'a motivé en fait. Alors je me demande, c'est quoi exactement c'est quoi, on se base sur quoi pour définir la portée du HRP? Merci. Merci Alain pour ta question. En fait, oui, on va regarder ce qui a été fait l'année dernière au niveau du HRP de la réponse, mais cette étape-là, elle est dans le bloc numéro 2. Effectuer l'analyse de la réponse. Là, on va regarder un petit peu ce qui a été fait l'année dernière, donc bloc 2. La portée du HRP, sur quoi elle se base? Elle se base sur le HNO de cette année. Vous avez finalisé l'analyse des besoins et ça va être votre base pour le HRP. Donc déjà dans le HNO, vous avez dû faire les analyses des risques, de la sévérité et calculer vos personnes dans le besoin. Donc ça, c'est votre base pour le HRP. Qu'il y ait eu un HRP ou pas l'année d'avant, qu'il était financé ou pas, peu importe, la base d'un HRP, c'est le HNO. Du coup, on se base sur le HNO, on voit les besoins et dans le premier bloc, la portée, on dit: «OK, on a tous ces besoins» et nous, en un an, en gardant en esprit qu'on est sur de l'urgence pure, on pense répondre à ça. Et une fois qu'on a mis nos frontières, qu'on a délimité
ce à quoi on va tendre pour une réponse d'urgence. Là, on passe à analyser la réponse, ce qui a marché l'année dernière, ce qui a pas marché, est-ce qu'il y a des nouvelles zones? Est-ce qu'il y a des nouvelles crises? Comment il faut s'adapter? Et toute la partie intersectorielle qui est beaucoup plus forte, excusez, vachement, c'est sorti spontanément de, mais voilà, qui est beaucoup plus forte, cette année, que ce soit dans le HNO ou le HRP, ce côté, multisectoriel et réponse conjointe. Voilà, merci pour la question. Oui, Jean? Merci Géraldine. Je crois qu'on a été pris dans le piège, hein. Il y a une confusion entre l'analyse de la situation et l'analyse de C'est ça, la réponse exactement. concernée. Ouais, exactement. Ben c'est ça, c'est des termes, c'est pour ça qu'en fait, tous les ans aussi, on propose ces webinaires parce qu'effectivement, comme il y a beaucoup de terminologie et que chaque terminologie est liée à un concept ou une action, c'est pour mettre au clair, en fait. Donc l'analyse de la situation, c'est le HNO et l'analyse de la réponse, c'est dire ce qu'on prévoit de faire en fonction de ce qui arrive dans un pays et ce qui s'est passé un peu au fil du temps et c'est le HRP pour une année. Effectivement. Très bonne remarque, Jean. On va passer à la slide suivante. Donc les outils, vous le connaissez, c'est l'outil qui a été développé par le GNC. On l'a vu pour le HNO pour calculer les personnes dans le besoin et pour ceux qui sont en train de le manipuler, vous voyez que les dernières, pages de cet outil Excel sont les cibles. Donc logiquement, si vous partez de cet outil-là, vous n'avez besoin que d'un seul outil et il va vous calculer votre sévérité, vos personnes dans le besoin et vos cibles en fonction de ce que vous définissez par type d'activité, hein, les targets, la couverture, etc. Donc, on a ce premier outil et sur la slide suivante, on a également les fameux documents de référence qu'on vous met là. Je sais que vous êtes vraiment pris par le temps, donc voilà, faites comme vous pouvez. En tout cas, c'est quand même assez intéressant, d'aller voir les nutrition tips, sur le voilà, exactement, merci Rachel. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez c'est un gros document, mais si vous allez piocher sur les pages ou les sections qui sont importantes pour vous, vous allez avoir des idées d'activités, des indicateurs au niveau résultat et aussi au niveau intermédiaire. C'est vraiment un document assez intéressant. Donc ne vous effrayez pas sur la grandeur parce que il y a plein de petites choses à piocher et c'est bien défini par section, donc vous perdrez pas de temps pour aller extraire l'information. Et ensuite aussi, le document intéressant, c'est, les exemples, d'objectifs, stratégiques et d'indicateurs. Ça, c'est voilà, à plus haut niveau, disponible pour vous sur Humanitarian Response Info. Et ensuite, pour ceux qui ont le temps, il y a aussi un paquet de formations avec les différents modules, chaque module prenant à peu près 30 minutes et à la fin de chaque module, vous avez un petit certificat de complétude. Voilà, donc ça, c'est vraiment vos documents de base. Rachel vous montrera un autre document qui vient de sortir également, qui est au niveau intersectoriel, qui est très important. Elle vous l'expliquera quand on arrivera dans la section de l'intersectoriel. Pour la slide suivante, on va partir donc maintenant dans le vif du sujet avec notre portée du HRP et les fameux objectifs initiaux. Du coup, on est bien d'accord, la clé, c'est se baser sur le HNO qu'on vient de faire. Donc le HNO, c'est l'analyse de la situation. Ça, on est bien d'accord, on a nos sévérités, nos personnes dans le besoin et nos groupes de population prioritaires. Tout le monde a validé ça. Donc maintenant, on définit les frontières de notre réponse d'urgence pour une année. Ensuite, la deuxième étape, c'est les objectifs stratégiques intersectoriels préliminaires. Donc ça, encore une fois, ça, c'est le grand parapluie qui va couvrir toute la réponse pendant 1 an. C'est pas grave si on ne mentionne pas la nutrition dans ces objectifs stratégiques. Par contre, il faut que les objectifs stratégiques intersectoriels prennent en compte cette idée de sauver des vies et d'apporter les soins de santé primaire. Donc ça, vous allez être contacté par OCHA qui va vous demander de coécrire ces objectifs stratégiques. Normalement, c'est un processus consultatif où OCHA fait un brouillon
d'objectifs stratégiques pour que les gens aient quelque chose, une direction. Et ensuite, tous les coordinateurs de cluster sont invités, et ainsi que les partenaires clés, à commenter ces objectifs, à les rédiger et à les compléter. Donc en général, on est, allez, on va être autour de 3-4 max, pour pas non plus, trop diluer le document. Et la troisième étape, c'est pour venir un petit peu détailler ces objectifs stratégiques de très haut niveau, c'est établir une liste d'objectifs spécifiques. Donc là, ils vont être plus détaillés. Ils seront encore intersectoriels. On vous invite à les garder le plus intersectoriels possible. Mais effectivement, là, à cet endroit, vous pouvez faire mention déjà de la réponse pour lutter contre la malnutrition. Tous les participants à ces 3 étapes, évidemment, c'est les personnes clés de l'intercluster, les gestionnaires de l'information qui vont processer un peu tout ça et aider à digérer un peu l'information pour que le processus soit le plus agile possible, tous les analystes, les experts, le personnel des programmes et évidemment, pourvu que vous ayez le temps de faire des petites consultations, avec la population affectée. On n'est pas très, très fort pour l'instant pour ça, mais l'idéal, oui, ça serait quand même de faire quelques rencontres avec la population dans des zones spécifiques pour quand même, avoir un retour sur ce qu'ils pensent important, eux, quelles sont leurs priorités. Donc voilà notre portée du HRP, les objectifs stratégiques, le grand parapluie et les petits objectifs spécifiques intersectoriels avec une marge pour effectivement mentionner d'ores et déjà la lutte contre la malnutrition à cette étape-là. Ça, je pense que vous êtes habitués avec ce processus. Donc comme je vous d oui, oui, très bien, merci beaucoup Rachel, c'était parfait. Donc pour élaborer ces objectifs stratégiques, comme je vous disais, on va être autour de 3 à 5. En général, hein, on est autour de 3-4, 3 si possible. Et c'est pour, améliorer les conditions de vie de cette personne, axer sur les résultats à court et moyen terme maxi, hein, parce qu'on se rappelle qu'on est sur une réponse humanitaire d'urgence sur 1 an. La slide suivante. À vous de me dire maintenant, on vous a mis 4 objectifs, stratégiques potentiels. À vous de me dire, à votre avis, quels sont, des objectifs stratégiques appropriés pour un HRP? On se rappelle, c'est une réponse d'urgence sur 1 année en général. À votre avis, entre ces 4 propositions, lesquelles sont, adaptées à un HRP et lesquelles ne le sont pas? Oui, Aboubakari? Oui, merci, Géraldine. Oui, pour moi, je pense que les 4 objectifs peuvent être utilisés comme objectif stratégique. Alors merci beaucoup, Aboubakari. Alors presque. Voyons, Jules? 2 et 4, c'est correct? Tous sauf le 3. Bien vu, Ethel. Tout à fait. En fait, ils sont tous valables sauf le 3. Le taux national de pauvreté, c'est vraiment pas, quelque chose qui fait partie des objectifs d'un plan de réponse humanitaire urgence, 1 an. Là, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement structurel à long terme. Donc en général, on essaye de ne pas s'attaquer, en général à ce genre d'objectifs. Sinon, effectivement, vous avez tous raison, 1, 2 et 4 sont des objectifs stratégiques corrects. Bien vu. Et sur la slide suivante, on vous donne quelques exemples. Alors, on va pas rentrer dans le détail, hein, aujourd'hui de tous, mais on vous a mis là
futures références, quelques objectifs, des bons exemples pour que vous voyez comment est-ce qu'il faut, un petit peu, réfléchir quand, OCHA vous demandera effectivement de participer à l'élaboration, de ces grands objectifs stratégiques pour le HRP. Donc c'est réduire la mortalité et la morbidité, améliorer les conditions de vie et la dignité, assurer l'accès aux personnes affectées, améliorer les capacités d'adaptation, renforcer la protection des civils, et cetera. Donc tout ce qui est vraiment très haut niveau, général, mais qui soit basé sur, dans cet esprit-là de sauver des vies et de pure urgence. Est-ce que ça vous va pour l'instant? Est-ce que ça vous paraît clair? Donc là, vous aurez pas de grosses actions à faire, à part bien vous assurer que vous faites partie du groupe, que vous recevez les brouillons d'objectifs stratégiques et que vous aidez à les finaliser, enfin que vous aidez à l'écriture. Est-ce qu'on est bon? Il y a Jules qui lève la main, mais je ne sais pas si c'est une Exact, ancienne main. ouais, j'allais dire. Jules? Non. C'est une ancienne main. OK, super. Continuons donc. Une fois qu'on a, ce grand parapluie avec nos objectifs stratégiques de très haut niveau axés sur l'urgence, pareil, même dynamique, OCHA va écrire des brouillons d'objectifs spécifiques et va demander à toutes les équipes, l'intercluster, de finaliser, enfin de participer à la rédaction de ces objectifs spécifiques. Le but, c'est que chaque objectif stratégique va avoir un petit paquet d'objectifs spécifiques et ça va permettre, à la communauté humanitaire, aux donateurs, au gouvernement, enfin tous les gens qui sont intéressés par le HRP, de mieux comprendre comment est-ce qu'on pense atteindre ces fameux objectifs stratégiques. Donc les objectifs spécifiques, ils sont à un niveau un petit peu plus détaillé, donc intermédiaire, par rapport aux objectifs, stratégiques. Et il renseigne, voilà, sur la façon dont on va atteindre ces gros objectifs. Donc quelques petits détaillés et encore une fois, je vous le répète, à ce niveau-là, ils doivent toujours être intersectoriels le maximum possible et oui, on peut avoir d'ores et déjà au niveau des objectifs spécifiques, dans certains pays, déjà la mention de la lutte contre la malnutrition. Donc ça sera à vous, c'est pas obligatoire, hein. Il y a beaucoup de pays qui ont pas la mention de la lutte, enfin qui ont pas la mention de la nutrition dans les objectifs spécifiques, mais vous voyez si vous avez un espace, et que les gens le valident et que vous êtes, voilà, sur une situation extrêmement aiguë, c'est possible qu'à ce niveau-là, il y ait déjà mention de la nutrition au niveau des objectifs spécifiques. Est-ce qu'on est bien sur ces 2 niveaux voilà. Là, pareil, pas beaucoup d'actions de votre part, à part être dans le groupe et réviser ce qui est écrit et vous assurer que c'est rédigé, en toute logique et en connaissance du contexte. On est bien? Ou est-ce qu'on a des questions déjà à ce niveau-là? Je vois pas de questions. Donc on va Non, pouvoir moi non avancer. plus. Ni dans le chat, non, pas de questions. Mouais. On va pouvoir avancer donc avec une autre session de questions. Alors, à votre avis, quand on lit cette phrase, il est probable que les partenaires du cluster ou du secteur couvrent tous les besoins et lacunes identifiés dans le cadre du HNO. À votre avis, est-ce que c'est vrai, faux ou C ne se prononce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, là, je vois que effectivement, vous ne tombez pas dans le piège. Tout à fait. La réponse correcte est non. Parce que comme vous le savez très bien, et surtout on a des collègues de pays, qui connaissent des soucis de financement depuis quelques années. Évidemment non, parce qu'on a beau identifier des besoins, il est quand même extrêmement rare que tous ces besoins identifiés lors du HNO soient couverts à 100.
pour de nombreuses raisons. Le financement, la capacité des partenaires, l'accessibilité, la disponibilité des intrants, les protocoles au niveau nationaux aussi, parfois, des fois, on peut être bloqué sur une intervention à cause d'un protocole manquant. Donc oui, tout à fait. On ne s'attend pas à ce que 100 des besoins du HNO soient couverts. Ça n'est pas possible. Par contre, il faut savoir, se mettre des cibles, pour pousser un petit peu et essayer d'aller couvrir le plus de personnes dans le besoin. Parce qu'on se rappelle que quand même cette analyse, surtout maintenant avec le nouveau GIAF 2.0, on est quand même sur des sévérités et des situations extrêmement aiguës, hein. Donc on est quand même sur, les proportions de gens qui sont en phase 4 par exemple, c'est des gens qui sont extrêmement dans le besoin. Donc il faut essayer de pousser au maximum pour aller, les soutenir et délivrer une réponse humanitaire d'urgence sans se mettre, non plus dans le rouge, sachant qu'on aura toujours, comme on disait, des problèmes d'accessibilité, de financement, et ou de capacité. Très bien. Cool, bravo. Donc, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet de l'analyse de la réponse. Et comme vient de dire Géraldine, hein, tu m'as pris les mots là, parce qu'effectivement, il va falloir examiner l'intérêt, la pertinence et la faisabilité des interventions. Je ne vais pas répéter ce que Géraldine vient de dire, mais effectivement, il va falloir voir avec nos zones qu'on a eues, qui ont été mises en rouge, en orange ou en marron, qu'est-ce qu'on va réussir à faire là-dedans? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et qu'est-ce qui fait le plus de sens? Et voilà, donc ça, il va y avoir un gros travail, une grosse réflexion à ce niveau-là. Et puis, comme Géraldine l'a pas mal mentionné, effectivement, ça va être très important à ce niveau-là d'articuler avec des interventions intersectorielles et multisectorielles. C'est vraiment un moment crucial là pour aller voir les autres clusters, les autres collègues, pour voir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire ensemble. Et puis, bien entendu, l'important aussi, ça sera ensuite d'estimer le nombre de personnes qu'on va pouvoir cibler. Sachant encore une fois qu'on ne va pas pouvoir apporter soutien à tout le monde, mais on va faire de notre mieux pour cibler les personnes dans le besoin. Voilà, donc là, le premier point, donc examiner l'intérêt, la pertinence et la faisabilité des interventions. Donc l'intérêt, quelles sont les interventions les plus susceptibles de répondre aux besoins humanitaires? On a fait l'analyse, on a pris beaucoup de temps, on a sorti des super plans. Donc là, où est-ce qu'on va devoir aller répondre? OK. Donc l'idée, c'est pas bien sûr de répéter, de faire du copier-coller ou de compléter juste les plans de réponse existants. Il va falloir être un peu créatif et encore une fois, ensemble, on peut l'être encore plus et proposer des choses, des paquets un peu holistiques comme on dit, pour pouvoir répondre au mieux aux besoins de la population. Donc encore une fois, hein, c'est pas que la nutrition, c'est la nutrition plus, quoi. Pertinence, effectivement, désigner la mesure dans laquelle les interventions répondent aux priorités, aux préférences d'une population. Donc là, ça revient, à l'importance de mettre les bénéficiaires, la population au centre de nos interventions, des dialogues. Géraldine l'a mentionné pas mal de fois, l'importance de pouvoir discuter, dialoguer avec, les communautés, les populations concernées. Et puis, bah, la faisabilité malheureusement, hein, même si on veut, on ne peut pas toujours. Donc les contraintes logistiques, la fonctionnalité du marché, du soutien, effectivement, de la capacité, autant en interne chez nous que les partenaires, les organisations locales. C'est pas toujours facile, même si on veut, d'avoir, suffisamment de ressources humaines formées aussi. La formation, ça aussi, c'est souvent un problème auquel on fait face. Politique, juridique, donc aussi bien les protocoles que des textes qui peuvent nous bloquer à certains moments. Sécuritaire, ça, je pense que vous en faites tous face malheureusement et puis culturel. Voilà, donc l'important c'est de bien refaire le point un peu, voilà. Ce sont les besoins et comment on va s'organiser pour pouvoir répondre au mieux et qu'est-ce qui est faisable? Voilà, donc ça, c'est vraiment un moment de réflexion auquel il va falloir, prendre du temps parce que c'est un moment important dans cette, phase de HRP. Donc comme on vous disait, hein, HNO, je pense que vous vous souvenez des petits diapos de la dernière fois. On a des belles couleurs et puis là, ce qui est vraiment intéressant par rapport aux années précédentes, c'est qu'on a toutes ces couleurs alignées par région ou
division administrative que vous aurez choisie dans votre pays et puis on voit où en sont les autres clusters. Donc là, c'est super intéressant de voir que si tout est rouge ou tout est violet, voilà, je pense que ça va être des zones qu'il va falloir privilégier et comme dit Géraldine, il va falloir mettre le paquet. C'est là qu'il va falloir travailler ensemble et essayer de faire du mieux qu'on peut. Donc là, il va falloir se mettre d'accord sur des cibles conjointes et puis les paquets conjoints. Donc là, ça va demander beaucoup de discussions, mais au final, il faut toujours remettre nos populations au centre de l'intérêt de nos interventions et voir ce qu'on peut faire au mieux. Donc l'idée, bien sûr, c'est de s'aligner au plus possible du HNO. Encore une fois, on est bien conscient qu'on ne pourra pas cibler tout le monde. Ça, c'est pas nouveau, mais ça se reproduit encore une fois, mais qu'on fasse au mieux. Voilà. Et puis derrière, il faudra estimer le nombre de personnes à cibler, hein. Encore une fois, on a une estimation du nombre de personnes dans le besoin. Malheureusement, on ne pourra pas satisfaire tout le monde. Donc, on revient à notre première étape de quel est l'intérêt, la pertinence et la faisabilité de nos interventions. Et puis, grâce à ça, on va pouvoir définir le sous-ensemble du PIN que vous aurez identifié initialement et voir à qui on va pouvoir apporter notre support, avec nos partenaires, bien entendu. Et voilà, estimer les cibles initiales de la population par objectif spé. Ah oui, donc ça, après, pardon. Une fois que vous aurez défini le nombre de personnes à cibler dans une zone, après, en fonction, ça va être redéfini, après redécoupé entre guillemets, sous chaque objectif spécifique que vous aurez défini ensemble. OK? Donc à la fin, ça sera une somme et vous obtiendrez votre PIN des personnes à cibler. Voilà. Je ne sais pas si je suis très claire là-dessus. Vous avez des questions ou pas? Vous êtes toujours là? Vous connaissez déjà? C'est tout bon? OK, Oui, on est là. on est là. Très bien, merci. OK, donc on avance du coup, si tout est clair. Bon après, c'est vrai que cette année, il y a pas des gros changements, donc c'est normal que ce soit assez fluide pour vous et assez clair. Géraldine, je te repasse la parole? Oui, merci beaucoup Rachel. Et donc, du coup, comme on a vu avec Rachel, là, on était sur l'analyse de la réponse et on va passer maintenant au dernier bloc, qui est le bloc là où vous allez avoir le plus de travail, qui est le plan de réponse sectoriel. Donc là, on rentre dans le vif du sujet pour tous les clusters et secteurs, où là, il va falloir travailler sur votre plan de réponse, vos activités, vos PIN, vos cibles et amener les partenaires à écrire des projets qui seront postés sous votre secteur ou votre cluster. Donc là, c'est vraiment le gros coup d'accélérateur pour les équipes de coordination. J'ai vu une main qui s'est levée, ensuite baissée, il me semble que c'était Alain. Oui, effectivement. Oui, j'avais une question par rapport à la slide qui vient de passer. Donc, je disais par rapport à la cible, quand c'est défini, voilà, quand la cible est définie au début de l'année et que au fil du temps, qu'il y ait des situations, donc des crises qui augmentent, beaucoup de personnes ont besoin. Comment on fait est-ce qu'on réadapte le PIN ou bien on avance avec ce qui a été planifié? Bref, je voulais savoir à quel moment on fait les réajustements de PIN ou comment. Merci. Oui, Ça merci c beaucoup Alain. Vas-y, vas-y, vas-y. Oui, effectivement, il y a une révision à mi-parcours du HRP en général où on va refaire circuler les chiffres, on va les recalculer, on va les adapter. Donc en milieu d'année, au bout de à peu près 6 mois, il y a effectivement une révision et si jamais il y a une catastrophe entre-temps, il peut y avoir un flash appeal comme on appelle, un appel de fonds éclair qui permet, de répondre tout de suite à une nouvelle situation qui n'était pas dans le HRP. Et ensuite, on revoit le HRP pour inclure cette nouvelle situation. Donc à mi-parcours dans tous les cas et en plus, on a ces appels éclairs entre-temps, si jamais une situation survient avant ou après cette période de révision à mi-parcours. Impeccable. Donc voilà, notre morceau à nous de plan de réponse sectoriel. Donc là, tout est dans vos mains.
Ce qui fait que vous allez devoir discuter avec les partenaires et discuter entre vous, l'équipe de coordination, et voir les meilleurs choix, pour que la tâche soit le plus agile et représentative possible. Donc là, c'est des étapes assez définies aussi, pareil, que je pense vous connaissez. Dites-moi s'il y a des choses qui sont nouvelles pour vous. Mais, évidemment, la première, ça va être d'identifier les zones d'intervention et les groupes de population. Donc basé sur le calcul de sévérité que vous avez fait pendant le HNO, vous allez devoir définir vos zones d'intervention avec, vos sévérités et dire: «Voilà, ben, nous, notre priorité, c'est là». Parce qu'encore une fois, comme le disait Rachel, on ne s'attend pas à ce que vous répondiez à tout. Par contre, il faut bien justifier où est votre priorité. Donc là, le HNO, c'est l'analyse de tous les besoins. Cette étape-là, c'est vous dire: «OK, les plus prioritaires, ça sera là». Donc c'est, un peu la marche juste après le HNO, là. Une fois qu'on a cette zone-là, et ces personnes-là archi prioritaires, on va formuler des objectifs sectoriels. Alors là, pour le coup, ces objectifs-là, ils sont à vous pour la nutrition. Ça veut pas dire qu'ils sont que nutrition, hein. Encore une fois, ça peut être des objectifs intersectoriels, c'est-à-dire que vous pouvez vous allier avec, l'eau et l'assainissement, par exemple, pour, diminuer, de moitié la prévalence de diarrhée dans une zone où la malnutrition aiguë est où la surmortalité infantile est liée à la prévalence de diarrhée. Enfin, vous voyez? Ces objectifs sectoriels, ils sont à vous, c'est vous qui les écrivez. Par contre, gardez en tête qu'ils peuvent et même, si on peut exagérer un peu le trait, ils devraient être intersectoriels. Parce que si d'ores et déjà, au niveau des objectifs sectoriels, on reste dans nos silos nutrition, après ça va être un casse-tête pour intégrer de l'intersectoriel. Donc petit conseil, pour l'avoir déjà fait, sur vos objectifs sectoriels, essayez de les garder un petit peu intersectoriels. Il y en aura qui seront purement nutrition, mais essayez de les ouvrir un peu et sortir du silo nutrition. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez vos objectifs, vous articulez la stratégie de réponse. Donc vous écrivez un petit peu un narratif, comment vous comptez le faire, avec quel type d'intervention, des cliniques mobiles en zone, difficile d'accès. Bon, comme vous avez l'habitude de faire. Donc vous décrivez votre stratégie de réponse. C'est en général, on vous laisse moins d'une page, hein, pour faire ça. Donc allez droit au but, expliquez aussi comment est-ce que vous comptez atteindre les personnes en situation de handicap, au niveau accessibilité des programmes, prise en compte des besoins spéciaux et voilà, donc une page maximum, hein, j'ai quelques collègues en ligne, là, j'ai vu passer des noms tout à l'heure sur la liste des participants qui ont eu la chance d'avoir un petit peu plus d'espace les années précédentes, mais en général, voilà, on est sur 1-2 pages, max 3, hein, pour un plan sectoriel. Donc droit au but, pas de détails, mais expliquez comment vous allez répondre à ça et à ce moment-là, c'est justement là où vous pouvez un peu décrire le côté intersectoriel de votre réponse et comment est-ce que vous comptez vous intégrer avec d'autres secteurs. Voilà. Et l'étape d'après, une fois qu'on a posé les premières fondations de la zone d'intervention, des objectifs sectoriels et du narratif, c'est écrire une liste d'activités et des indicateurs de suivi associés. Là, c'est très, très important. Rappelez-vous, surtout, ne vous auto-infligez pas trop de travail. Faites une liste d'activités très ciblée et très pertinente. Faites attention à ne pas tomber dans le piège d'avoir 20 activités dans un HRP. C'est beaucoup trop. C'est une machine à gasse ensuite qui va vous créer beaucoup trop de travail au niveau du suivi, de l'implémentation, au niveau budgétaire, et cetera. Donc le but, c'est d'avoir un paquet d'activités très clair, que quand on lit vos activités de nutrition en urgence et intersectorielles, on comprend tout de suite qu'elles sont liées à vos objectifs sectoriels et que vos objectifs sectoriels viennent nourrir et aider la complétude des objectifs, spécifiques et stratégiques du HRP. Mais voilà, très, très, très important, rappelez-vous ça,
ne tombez pas dans le piège, parce que là, on vous laisse libre, ne tombez pas dans le piège d'avoir une trop longue liste d'activités, sinon ensuite, c'est trop compliqué à suivre et c'est trop de travail. Les activités essentielles et un set d'indicateurs essentiels. Ça sera déjà suffisamment compliqué pour avoir des données propres sur toutes vos zones, sans aller trouver des listes trop longues d'activités. Et en plus de ça, maintenant tout est dématérialisé et tout est géré sur une plateforme en ligne et c'est les partenaires normalement qui remplissent cette information. Si vous avez une liste de 20 activités, vous pouvez être sûr que les partenaires vont cliquer les mauvaises activités et remplir les mauvais numéros et derrière vous avez trop de travail. Donc rappelez-vous ça bien. Et ensuite, l'avant-dernière étape, c'est estimer le nombre de personnes à cibler. Alors, on pousse évidemment à atteindre 100%, mais parfois c'est pas possible. Donc il y a des pays qui disent: «Bon, ben pour ce type d'activité, on sera à 50. Pour cette activité, on sera plutôt à 80. Pour celle-là, 70». Bref, à vous de décider dans votre secteur et votre cluster avec les partenaires, votre couverture par type d'activité. Donc là, vous verrez dans l'outil du GNC, là, l'outil Excel, vous avez l'avant-dernière page où vous avez toutes les activités de nutrition en urgence qui sont reprises et vous avez une cellule en dessous de ces activités à compléter par vous-même où c'est le pourcentage de couverture attendu. Et de là, le calcul de vos personnes à cibler se fait automatiquement par rapport à ce que vous avez déjà rempli avant. Donc, voilà, estimez ça bien. On va vous demander, parfois d'aller à 100. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas, mais sachez qu'on pourra vous le demander. Après, il y a certaines activités, c'est pas réaliste de penser qu'on peut atteindre les 100. Donc l'essentiel là, c'est d'être en accord avec vos partenaires du secteur et du cluster pour des couvertures par type d'activité. Et enfin, la dernière petite étape, et pas la moindre, c'est l'estimation du coût de la réponse. Donc avec ces 6 étapes-là, vous avez votre plan sectoriel. Donc là, vous voyez déjà, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Il y a quand même beaucoup plus de travail à chaque étape et beaucoup de consultations de partenaires. Parce que tout ça, l'équipe de coordination, encore une fois, fait les brouillons et demande aux partenaires de revoir le narratif, de revoir les objectifs sectoriels, de valider les activités et les indicateurs de suivi. Et ensuite, il y a toute la discussion au niveau du ciblage, qui est très, très importante d'un commun accord par type d'activité. Et pour le coût de la réponse, en fonction, de l'option que vous choisissez, vous pouvez avoir aussi un processus plus ou moins consultatif pour estimer le coût de votre réponse, sectorielle. Est-ce qu'on est bien ensemble? Tout va bien? OK, super. Donc nos objectifs sectoriels, comme on disait, il faut qu'ils soient alignés aux objectifs spécifiques et vous verrez, OCHA vous demandera, en dessous de vos objectifs sectoriels, de les lier aux objectifs spécifiques. Donc parfois, vous aurez un objectif sectoriel qui participera à l'objectif spécifique 1 et au 3. Parfois, vous aurez un objectif sectoriel qui participera à l'objectif spécifique 2. Mais voilà, on vous demandera de les lier déjà, dans le tableau aux objectifs spécifiques. Et c'est possible qu'un objectif sectoriel nutrition participe à un ou 2 objectifs spécifiques, parce qu'il est à cheval. Oui, Liévin? Non, désolé, c'est une ancienne. OK, pas de problème. Ouais. Donc si on continue, pareil, ici, on vous propose 5 possibilités. Attends, il y a Rosette qui a sa Ah oui, main il y a levée. Rosette qui Ouais, ah oui, peut-être avant Rosette. Oui, alors il y a aussi pour certains pays, c'est que, pour pouvoir simplifier, il y a des suggestions de passer des objectifs stratégiques directement aux objectifs, sectoriels, sans pour autant d'avoir, des objectifs spécifiques. Donc les objectifs sectoriels,
doit être directement lié à un des objectifs stratégiques. Très bien, ça peut être un choix, effectivement, c'est possible. C'est possible, ça sera Ok. une décision de 4 pays, de chaque pays, pardon, à la discrétion du pays. En général, on passe quand même, stratégique, spécifique, sectoriel, avec ces 3 niveaux, mais ça peut arriver dans certains pays, effectivement, de lier directement au stratégique. Ok. Et dans le même cas, ça sera lié à 1 ou 2 objectifs stratégiques, ça sera possible. C'est pas recommandé parce que c'est voilà, c'est mais bon, c'est possible, ça peut arriver. Mais c'est pas la majorité des cas. Mais effectivement, vous aurez peut-être, peut-être ce cas-là au Burkina. Donc, notre question, on a 5 réponses possibles et à votre avis, de toutes ces réponses, quelle est la réponse correcte? On a plusieurs types d'objectifs. Quels sont ceux qui sont, valides en tant qu'objectif sectoriel? Alors, on a une première réponse. Merci à Boubakari. D'autres personnes qui se lancent? Georges, Alain, Thérèse, Nadège? Alors effectivement, vous avez raison, c'est eux, tout à fait. Tous les objectifs ci-dessus, A, B, C et D, sont tout à fait des objectifs sectoriels complètement valides. Tout à fait, avec, le A qui est relativement intersectoriel entre la santé et la nutrition. Voilà, tout à fait. Très bonne réponse. A, B, C, D sont des bonnes réponses, sont des objectifs sectoriels tout à fait valides. Et par exemple, du coup, on vous a mis ici, on va pas rentrer dans le détail, mais on vous a mis ici, quelques exemples d'objectifs sectoriels, spécifiques de nutrition en urgence. Donc là, on a le risque de surmortalité, et morbidité. Ensuite, on a une réponse prévisible, opportune et efficace. C'est pour vous donner des exemples de rédaction, hein. Un objectif spécifique qui va viser à lutter contre les carences en micronutriments et un qui peut être carrément spécifique à l'anémie si vous êtes dans une zone où, l'anémie a une très, très forte prévalence au-delà de la phase 5 de votre sévérité qu'on a vu dans le HNO, hein. Vous vous rappelez, l'anémie pour les enfants de 6-23 mois, et également pour les femmes enceintes et allaitantes, vous avez des phases, hein, en fonction de la prévalence, des phases 1, 2, 3, 4, 5. Donc si vous avez une anémie en phase 5 par exemple, vous pouvez tout à fait décider d'avoir un objectif sectoriel spécifique pour l'anémie. Voilà, après, voilà, le 1 en micronutriments en général, ça marche aussi. Et surtout, n'oubliez pas d'en avoir un assez intersectoriel. Peut-être même que vous pouvez aller même au-delà que, par exemple, ce premier là, qui reste assez général, qui est orienté un peu, on le sent, hein, santé, nutrition. Vous pouvez même aller au-delà, si vous voulez, avec des objectifs spécifiques, très clairs avec la WASH, heu, des objectifs sectoriels, je veux dire, qui expliquent très clairement, d'ores et déjà, le lien avec la WASH ou avec la sécurité alimentaire. Sur la slide suivante, on a oui, Paulin? Je t'écoute, Paulin. Allô, allô? Ah, peut-être Tu un m'entends? problème de ah oui, Oui, ça y est. ouais. Mmh. Oui, oui, je disais pourquoi pour la formulation des objectifs, on reste sous forme d'objectifs et non sous forme de résultats à atteindre pour le secteur, en termes de forme. Oui, oh, bah, parce que ça a été voulu comme ça par le processus et donc on reste sur une formulation objectif
pour avoir cette cascade à différents niveaux, non, objectifs stratégiques, objectifs spécifiques et objectifs sectoriels. Les résultats, vous pouvez les décrire dans le narratif. Mais effectivement, on est sur une formulation d'objectifs pour être cohérent avec les limitations qu'on connaît. On se pose des objectifs et on avance et on regarde les résultats atteints à la fin. Voilà. Donc c'est une question de rhétorique pure, hein. Mais effectivement, on a décidé qu'il valait mieux pour un plan de réponse se fixer des objectifs, que c'était plus dynamique comme ça. Voilà, tout simplement de la rhétorique. Merci Paulin pour avoir relevé ce point. Du coup, notre stratégie de réponse, comme on disait, là, c'est la partie narrative. Donc, une page max, hein, allez droit au but et vous pouvez, dans ce narratif-là, d'ores et déjà, expliquer l'intégration que vous avez dans les établissements de santé, si vous avez recours à des équipes mobiles nutrition ou intersectorielles, qui se fait beaucoup et qui sont très intéressantes. Et également des collaborations interclusters d'ores et déjà et carrément des activités conjointes, hein. Il peut y avoir, je sais pas, moi sur une réponse réfugiés, on a un paquet minimum de nutrition, un paquet minimum santé, un paquet minimum d'eau et assainissement. Le premier partenaire qui sort, il livre le paquet, hein, avec des activités simples qui ne nécessitent pas d'avoir de docteur et d'infirmier, par exemple. Et on peut penser d'ores et déjà à ça et on vous conseille de le mettre dans le narratif et l'expliquer parce que ça peut être très attractif et vous rendre unique. Parce que rappelez-vous que plus votre narratif est général, plus il va ressembler au pays d'à côté et moins vous allez avoir de sous. Parce que rappelez-vous qu'on a cette année 25 pays qui font un HRP, hein. Il ne faut pas que les narratifs soient tous pareils, hein. On a tendance à rester très généraux et à faire un peu toujours la même chose, mais ça dessert en fait malheureusement au moment où on va essayer de convaincre les donateurs et au moment où on va chercher rechercher de la visibilité. Au niveau du narratif aussi, c'est le bon endroit pour parler de l'assistance en espèces avec les programmes de cash sensibles à la nutrition. Donc là, vous pouvez décider d'ores et déjà dans le narratif de parler si vous avez des initiatives de transfert d'espèces. Vous pouvez l'écrire aussi dans votre narratif. Et c'est vrai que c'est une activité assez intéressante qui montre des résultats assez positifs. Donc, à vous de réfléchir avec les partenaires et le gouvernement si c'est quelque chose que vous pouvez envisager pour une partie de votre réponse sur une année. Sur la slide suivante, on ne va pas rentrer dans les détails, mais là, on vous a mis sur les 2-3 slides qui vont suivre les exemples de services, d'activités que vous pouvez aller piocher dans le fameux document que je vous disais sur les tips, sur les interventions nutrition pour le HRP. C'est des activités de nutrition en urgence, NAI donc, hein, pour l'acronyme en anglais, nutrition en urgence, et chaque petite activité dans le document a son indicateur associé. Donc si par exemple vous voulez faire de la prise en charge hospitalière, vous regardez à la page activité prise en charge hospitalière, vous récupérez cette activité et un indicateur par exemple, ici. Pour le dépistage nutritionnel et référencement des cas, pareil. Un ou deux vous allez piocher l'activité et vous regardez l'indicateur associé, et etc., etc. Donc ça, c'est les 3 slides suivantes, voilà. Là, la suite, c'est pareil, les supplémentations, le déparasitage, les soins nutritionnels aussi ou le soutien des enfants qui sont porteurs du VIH/SIDA. Il peut y avoir dans certains contextes des populations ou des zones à haute prévalence, donc vous pouvez penser d'ores et déjà à avoir une activité spécifique. C'est tout à fait possible. C'est à vous de voir en fait. Pensez à avoir un set d'activités, un groupe d'activités réduit, mais fort et impactant et représentatif de la situation de votre pays. Et ensuite, n'oubliez pas quand même vos activités, toujours pareil, de coordination, de redevabilité envers les populations affectées, des enquêtes nutritionnelles et aussi de la surveillance nutritionnelle, qui sont des blocs de dépenses assez importants
qui sont intéressants à inclure dans un HRP. Voilà, donc je vous laisserai voir le document des tips et ce PowerPoint si vous voulez un petit peu plus tard pour vous rappeler, mais je pense que vous connaissez déjà les interventions nutritionnelles, type. En tout cas, voilà, vous avez et le document et puis ces quelques slides qui vous rappellent, encore une fois, ce sont des exemples. Et l'étape d'après, c'est une fois qu'on a établi nos activités, bien entendu, on passe non, tu avais raison Rachel, c'était tout à fait ça. On passe à la sélection de nos indicateurs. Donc encore une fois, une activité, à mon avis, 1 ou 2 indicateurs max. C'est pas la peine d'aller trop loin. Parce qu'encore une fois, plus vous avez d'indicateurs, plus vous aurez de suivi de nettoyage à faire. Donc en général, on a une activité, un indicateur ou 2 max. Et donc pour ces indicateurs, de nouveau dans le document, sur, les tips, vous avez les objectifs, le type d'activité et les indicateurs qui vous sont proposés dans ce même document pour vous accélérer le travail. Voilà, donc pas besoin de créer des nouvelles d'ailleurs, même, on vous recommande de ne pas créer, d'indicateurs nouveaux parce qu'ensuite, tout le monde se réfère aux indicateurs qui sont dans ce document et ça permet de suivre, au niveau global aussi, les avancements de chaque pays sur chaque indicateur. Donc voilà, là vous voyez par exemple, vous avez tous les indicateurs standards. Ça, c'est des indicateurs standards pour chaque activité, donc vous en choisissez 1 ou 2, max, hein. N'en faites pas 10 par activité, hein, ce sera pas possible à gérer. Mais vous en choisissez quelques-uns, les indicateurs clés et ensuite, on vous conseille de prendre ces indicateurs standards parce qu'au-delà de votre pays, après, ils peuvent être utilisés aussi au niveau global, au niveau régional, bref. Ne créez pas d'indicateurs personnalisés pour chaque HRP parce que d'une année à l'autre, ça vous demande de refaire tout le processus parce que également vous devez créer des, des catégories et des tranches, hein, donc c'est un peu compliqué. Prenez les indicateurs existants, ça permet d'avoir tout standardisé et avec des phases déjà définies pour les indicateurs et cetera. Voilà, donc tout ça dans le document des tips. Et ensuite, je repasse la parole à Rachel qui va vous présenter ce fameux nouveau document qu'on vous mentionnait, qui a été bien fait parce que pour vous faciliter, vous accélérer le travail, vous avez déjà et du narratif et des indicateurs prédéfinis pour l'intersectoriel. Donc allez, à toi Rachel. Merci, Géraldine. Oui, effectivement, on s'est rendu compte qu'on a beau dire créer des indicateurs pour les activités conjointes et en fait, il y en a pas et la conclusion, c'est que c'est pas fait. Normal, hein, c'est vrai que c'est pas vous avez pas forcément le temps et cetera. Mais ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'au final, on n'arrive pas à mesurer les éventuels impacts, c'est peut-être un peu exagéré, mais au moins effet du travail en commun avec d'autres clusters, d'autres secteurs. Donc c'est d'où la création en fait de ce guide. On voit vraiment pas bien, je suis désolée, de ce guide. Donc il y a une petite information effectivement comme, Géraldine le mentionne, il y a 2 pages en fait qui expliquent, le pourquoi, l'intérêt de ce document et puis ensuite on vous donne des indicateurs en fait. Donc c'est des indicateurs communs. Ça ne veut pas dire que ça va substituer les indicateurs de chaque secteur. Donc on garde bien les indicateurs nutrition. Comme Géraldine le dit, on peut, en fonction du contexte et des activités qu'on met en place, pourquoi pas avoir déjà un peu des indicateurs entre la WASH et la NUT, par exemple. Ça peut très bien être le nombre de kits EHA distribués aux enfants qui souffrent de la malnutrition aiguë sévère. Voilà, là, on intègre un petit peu directement nos collègues de la WASH. Mais l'idée de ces indicateurs en commun, c'est vraiment de voir l'impact, les effets du travail conjoint. Donc, on va regarder, est-ce que les services qu'on s'est définis ensemble sont vraiment livrés à la population? Oui, non. Je vous donne juste des exemples, hein. Donc, au niveau du centre de santé, au niveau d'établissements fonctionnels, ça peut être des écoles par exemple ou des maisons de retraite, voilà, en fonction de où vous décidez de travailler.
ou des sites, hein, donc ça peut être un camp, ça peut être une communauté X ou Y. Voilà, donc est-ce que la population reçoit bien ce service? Est-ce qu'aussi on a des questions un peu plus générales sur la satisfaction des bénéficiaires? Parce que ça nous tient beaucoup à cœur de savoir si les services donnés répondent à leurs attentes. Et puis l'accès aussi, ça on en a pas mal parlé aujourd'hui. Est-ce que les personnes finalement, on a beau, préparer des paquets minimales de services, mais est-ce qu'ils sont livrés et est-ce que la population arrive à venir et recevoir ces paquets d'intervention? Voilà, donc c'est un peu pour vous je vous donne juste quelques exemples comme ça et à l'intérieur de ce document, vous verrez, il y a aussi des indicateurs après un peu généraux pour la nutrition, pour la santé, pour le achat et la sécurité alimentaire. Parce que c'est vrai que cette collaboration, je pense que je vous l'ai déjà expliqué, hein, cette collaboration a beaucoup lieu entre le achat, la sécurité alimentaire, la santé et la nutrition. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler avec d'autres, mais c'est vrai que là, on a développé ça tous les 4. Donc c'est vrai que les résultats impact en fait de la réponse conjointe, ça va viser principalement la nutrition, la sécurité alimentaire, la santé et la nutrition. Donc par exemple, pour la nutrition, les 2 indicateurs qui ont été choisis, c'est la prévalence de la malnutrition aiguë globale chez les moins de 5 ans et puis on a décidé aussi de regarder, le minimum dietary diversity, donc je ne sais plus en français, vous me comprenez, le MDD, donc chez les enfants de 6 à 23 mois, qui est plus un peu un précurseur, en fait, on va dire, plus un indicateur qu'on va choisir plus un peu préventif. Voir si ça s'améliore, on va espérer qu'il y aura moins d'enfants qui tomberont dans la malnutrition aiguë globale. Voilà, donc ce document, encore une fois, je pense qu'on vous l'a déjà fait circuler, c'est le What is the Intercluster Sector Collaboration? La bonne nouvelle, c'est que ça va bientôt être finalisé et d'être traduit en français et ça sera disponible sur notre site. Donc je pense avec, tous les documents qu'on va fournir, je pense Géraldine, on peut peut-être mettre le lien, il y a un nouveau lien sur le site spécifiquement pour l'intersectorialité. Donc là, vous trouverez ce document et inspirez-vous. Comme dit Géraldine, hein, l'idée c'est surtout pas de prendre tous ces indicateurs, ce sont des suggestions. Et encore une fois, ça va être en fonction de votre contexte, des activités conjointes que vous allez décider de mettre en place avec vos collègues, du pays. Vous en prenez 1 ou 2 et déjà, ça sera déjà bien. On pourra enfin faire un rapport sur ces activités conjointes. Voilà et puis n'hésitez pas à me contacter là-dessus, c'est vrai que c'est nouveau, mais si chaque pays prend 1 ou 2 indicateurs, déjà on aura une meilleure, compréhension de la situation et puis de l'impact qu'on a en travaillant ensemble. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions? Géraldine, tu veux ajouter quelque chose ou tu prends la suite? Oui, c'est très clair. Merci Rachel et donc du coup, effectivement, comme le dit Rachel, en gros, on a poussé pour l'intersectoriel, on n'avait pas ce qu'il fallait pour vous faciliter le travail, connaissant la charge de travail et l'intensité dans ces périodes. Donc du coup, là, ils ont produit un document où vous pouvez aller faire un copier-coller des indicateurs directement. Donc voilà, on va pas vous laisser partir comme ça. C'est-à-dire que pendant le HRP, on se rappellera à votre bon vouloir et on vous demandera quand même, on essaiera de pousser au maximum pour que, comme le dit Rachel, il y ait 1 ou 2 indicateurs qui soient pris dans chaque pays pour, pour l'intersectoriel. Voilà, parce que c'est important, il faut qu'on commence vraiment à sortir du stylo. Là, ça fait des années, qu'on le dit et voilà, il faut armer ça et commencer par, intégrer ça dès les indicateurs et dès les activités. Ça va nous permettre d'accélérer un petit peu. Donc on attend votre collaboration, totale, sinon sachez-le, en plus, on sera derrière, voilà, pour les suivis, pour vous rappeler que, voilà, si vous pouvez le faire, ça serait super. Aboubakari, oui. Oui, merci beaucoup pour ces points qui sont très clairs. Mais j'avais un petit souci par rapport aux indicateurs de la nutrition sur l'intersectorialité. Est-ce que pour un document de HRP, on peut se lancer dans des indicateurs d'impact? Est-ce que, puisque le HRP il est annuel, et si jamais on met ce genre d'indicateurs, ça veut dire qu'il faut que le secteur se donne les moyens de les mesurer à la fin de l'intervention. Non mais Euh, c'est ouais, Ouais. donc
Si tu reviens à la slide précédente, C'est Rachel, pas ouais, non, mais c'est pas oui, faut pas c'était un prendre abus, peur. c'était un abus de langage, hein. Oui, D'ailleurs, oui, oui. Rachel s'est reprise parce que c'est vrai, l'impact, c'est Ouais, difficile à non, on est mesurer. sur du Mais long c'est l'effet, terme, l'effet. l'effet, voilà. Donc ça va être des processus, pardon, des indicateurs plus d'output, outcome, de processus en fait, hein. On est bien d'accord. C'est moi qui me suis mal exprimée. OK, merci. Merci de relever Allez, ce par point, exemple, c'est important. ouais. Mais voilà, Ouais. malheureusement, non. Et puis en un an, on voit pas le bout du tunnel dans la plupart des cas. Robert. Oui, merci beaucoup, hein. Moi, je reviens sur l'indicateur d'impact parce que même nous, on est en discussion avec OCHA ici. Ils veulent qu'on propose des indicateurs d'impact pour un HRP de 1 année. On a longuement discuté et jusque-là, on n'a pas trouvé de solution. Qu'est-ce que nous pouvons proposer dans ce sens-là? Parce que vraiment, pour ces HRP cette année, ils veulent avoir un indicateur d'impact. Et nous pensons que, comme l'a dit mon collègue, on ne peut pas. C'est difficile. Ouais, c'est très difficile. C'est un indicateur d'impact au niveau objectif stratégique ou des indicateurs d'impact au niveau objectif sectoriel? Oui, il demande l'indicateur d'impact au niveau de l'objectif sectoriel. Ouais. Alors Difficile. que Ouais, tout ce qui concerne l'activité, les HRP, c'est le GLF saving, on n'a pas à jouer sur les prévalences, on joue sur les incidences avec le life saving. On ne peut pas évaluer avec les activités de prévention qu'on fait, quel est l'impact qu'on peut avoir en une année. Et la méthodologie avec nos pays qui ont des ressources limitées, la méthodologie d'évaluer cet impact ne nous permet pas en termes d'évaluer cet impact-là. Non, c'est toujours délicat. Puis tu sais pas toujours aussi si c'est que la nutrition qui a contribué ou si finalement il y a eu d'autres facteurs dans le pays. Enfin, c'est vraiment difficile de conclure là-dessus, en fait. On va participer au processus d'amélioration, par exemple, mais de là avoir un impact et de dire: «Oh, bravo la NUT», c'est un peu plus délicat, quoi. Parce que je pense qu'il faut regarder aussi dans le contexte global et voir les autres changements qui ont lieu dans le pays. Il n'y a pas Donc moyen là, voilà, de rediscuter? Parce que c'est vrai que est-ce qu'ils ont des exemples, d'indicateurs à choisir? Oui, c'est ce que nous attendons pour la de la réunion de jeudi prochain, pour voir qu'est-ce que les autres ont mis, parce que c'est un peu magique de penser qu'on va avoir de l'impact sur la nutrition avec des interventions spécifiques life-saving. Avoir un effet. Une année, positif, mais une couverture prioritaire. Ouais. Ouais, puis comme tu dis, Après, entre sincèrement, l'accès, voilà. Ouais, sincèrement, de suivez un peu ce qui se passe avec les autres clusters parce que tout le monde a la même pression, forcément. Et tout le monde va arriver avec des indicateurs d'impact. Pour l'avoir observé une fois il y a quelques années dans un pays, en fait, tout le monde a dit oui, oui, c'est bon. Et en fait, tout le monde a mis des indicateurs outcome, hein, au niveau résultat. oui. Donc, Ouais, c'est non, ça. mais enfin voilà. Donc, c'est très, 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 très difficile, hein, d'avoir des indicateurs d'impact. D'ailleurs, c'est très rare que quelqu'un arrive à répondre brûle pour point en disant indicateur d'impact, c'est extrêmement rare que quelqu'un soit capable de le faire. Du coup, voilà, suivez un peu les discussions, voyez à quel niveau les autres clusters arrivent. Très probable au niveau effet-résultat, comme le disait Rachel, peu probable au niveau impact. Mais bon, après, voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut complètement écarter la discussion. Mais bon, l'impact en une année et unisectoriel en plus, bon, On est trop fort. difficile. Ouais, difficile. Mais bon, après voilà, c'est pas pour rentrer en contradiction avec les collègues d'OCHA, mais c'est plus techniquement réaliste, voilà, en étant réaliste. Ouais, tout à fait. Vous Tu nous peux nous tiendrez au recontacter, courant. Robert? Ouais, voilà, tiens-nous au courant parce que c'est des choses importantes et voir aussi avec les autres clusters, enfin, leur réaction là-dessus, ça peut être intéressant. OK, on avance, Géraldine? Oui. Parce que... Et donc du coup, nos fameuses personnes à cibler, là on vous l'a mis, on vous l'a répété ici. Rappelez-vous de ce fameux outil du GNC Excel où l'avant-dernière et la dernière page sont des pages de calcul automatique qui sont liées
à la couverture et au ciblage en particulier. Donc si vous avez bien rempli les autres pages précédentes, vous avez des chiffres automatiques qui se calculent pour vos personnes à cibler en fonction des taux de couverture que vous validerez avec tous les membres du cluster par type d'activité. Donc là, c'était un petit rappel, pour vous dire que voilà, il y a cet outil-là qui est disponible pour vous, que vous pouvez filtrer par langage. Il est disponible en anglais, français et espagnol. Voilà. Slide suivante. On va passer sur le dernier bloc maintenant, qui est l'estimation des coûts du plan de réponse humanitaire. Donc, là, on a alors, juste sur la question, on va rester sur la slide précédente. Dans vos pays, est-ce que vous vous rappelez quel type d'approche a été utilisé l'année dernière? Si vous avez fait par activité ou par projet ou quelque chose d'hybride? Avec un peu des 2. Est-ce que vous vous rappelez? Moi, je sais que j'ai soutenu pas mal de pays à distance, qui étaient en coût par projet. Mais il y en a forcément qui ont fait, oui, Tchad projet effectivement. Il y en a peut-être qui ont fait par activité ou par unité quoi, unit based costing en anglais. Bon, du coup, oui, Aristide? Oui, Géraldine, comme je disais dans le chat, nous, on l'a fait par projet. Et comme je l'avais signalé l'année dernière aussi, cette estimation par projet, vraiment, nous souhaitons passer à une autre méthode, mais nous n'avions pas toutes les informations qui puissent nous permettre de le faire, notamment les coûts unitaires. Donc, et comme vous le savez, le fait de le faire par projet est dépendant de la soumission des partenaires. Oui. Voilà, et parfois, ils soumettent moins que les besoins et on se retrouve dans une situation où on a une sous-estimation. Donc, voici parfois les difficultés que nous avions, notamment l'absence de coûts unitaires qui puissent nous permettre d'avoir une estimation autre que celui par projet. Merci. Oui, tout à fait. Tout à fait, Aristide. Bon, pour remédier à ça, il y a une façon, on va le voir tout de suite, ensemble, qui est un remède, hein. Encore une fois, l'idéal, c'est effectivement que quand on part sur une estimation par projet, il y ait autant de partenaires que possible, et que ça soit représentatif. Encore une fois, hein, on n'est pas censé couvrir 100 des besoins, et parfois il y a des zones qui resteront, non concernées par la réponse, par faute de partenaires, bon. Mais bon, voilà, il y a des façons de contourner ça un tout petit peu. Je vais vous dire lesquelles et effectivement, par activité, c'est plus représentatif du coût total de la réponse nutrition sur 1 an. Par contre, ça a des petites limitations, ça a d'autres limitations. OK, super. Bon, mais je vois, oui, que c'est un panachage effectivement entre projet et activité. Parfait. Donc pour rappel, pour, ceux qui sont nouveaux, au niveau du cluster, il y a 3 types d'approches. Il y en a aucune qui est recommandée par rapport à l'autre. C'est vous, en fonction des pays, celle que vous choisissez. Par contre, chacune a une dynamique un peu différente. La OCHA a fait un gros travail de révision de toutes les approches de chaque pays, en fait. Et du coup, est en train là, ça a été fait fin 2023 et début 2024, est en train un petit peu d'affiner ses recommandations pour qu'il y ait vraiment un guide beaucoup plus concret et pratique pour tous les pays, que là, pour l'instant, c'est pas assez détaillé et ça nous amène pas à changer ou à choisir une façon ou l'autre d'une façon, concrète ou sereine, on va dire. Parce qu'on est encore sur des choses, un petit peu vagues. Donc nos 3 options, l'une autant valable que l'autre, mais avec des niveaux d'implication et de résultats différents. On a le fameux coût basé sur l'activité ou sur l'unité, donc unit based costing,
Ça peut être par activité ou par bénéficiaire, mais là, l'intérêt ici, c'est de rabattre tout par une unité. Et donc, du coup, c'est par exemple, on va avoir une activité ange, et face à cette ligne d'activité ange, on va avoir un chiffre, un budget. Qu'il y ait des partenaires ou pas, on va avoir, voilà, l'ange, pendant 1 an en urgence, va nous coûter tant. Pareil pour le traitement de la malnutrition aiguë, sur 1 an, va nous coûter tant. Encore une fois, qu'il y ait des projets de partenaires ou pas. Donc ça, c'est le coût basé sur l'activité ou l'unité. Vous l'appelez comme vous voulez dans vos pays, ça dépend des traductions, mais en anglais, c'est le unit based costing. Ça, c'est pas mal, mais ça a des limitations qu'on va voir ensemble, après. La deuxième option, c'est basé sur les projets. Et là, s'il y a des projets partenaires, c'est la somme de tous ces projets-là qui vont être le coût de votre HRP, de votre plan de réponse sectoriel. Donc, si vous avez 14 projets, ça sera la somme de ces 14 projets et ça sera le coût de votre HRP. Donc, il y a certaines choses que vous n'allez pas pouvoir couvrir, mais là, je vais y revenir tout de suite. Et ensuite, tous ces projets sont chargés sur OPS, le système en ligne, et c'est à partir de ça que le suivi sera fait directement en ligne avec les partenaires qui remplissent et les gestionnaires de l'information qui aident au nettoyage de l'information et un petit peu à la digestion de cette information pour produire de la cartographie, des statistiques et tout ça. Donc, l'avantage de ces projets, c'est que c'est quelque chose d'assez agile. Mais effectivement, si on n'a pas de partenaire, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ça, c'est pas une recommandation officielle que je vais vous donner, mais c'est quelque chose à laquelle vous pouvez penser quand vous êtes en train de faire ça. Si vous avez vraiment une grosse fracture entre les besoins et le ciblage prévu et la quantité de projets, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un projet UNICEF qui prend en compte cette fracture-là, en fait. Voyez? Donc vous avez 2 projets ACF, un projet IMC, un projet première urgence, un projet PAM, un projet copie, bon et cetera. Mais malgré tout ça, vous voyez que vous êtes bien en dessous de votre coût attendu pour votre réponse sectorielle. Vous pouvez mettre un projet UNICEF du montant de la brèche, en fait. Vous voyez? Du montant manquant. Sur la projection que vous vous êtes fixé et qui décrira justement les intrants, les activités et cette fameuse couverture de brèche. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a de l'argent qui va arriver directement à l'UNICEF pour la réponse d'urgence et qui ensuite va être envoyé aux partenaires grâce à des PCA. Donc ça marche aussi. Soit les partenaires recevront de l'argent directement, soit l'UNICEF recevra aussi de l'argent et signera ensuite des PCA avec les partenaires. Donc ça, c'est un petit tip, c'est pas officiel, mais c'est quelque chose qui peut vous permettre de combler cette brèche que tu disais, Aristide, tu vois, en ajoutant un projet UNICEF qui mette à niveau. D'accord? Très bien. OK, super. Et l'approche hybride, le dernier bloc, pardon. Et l'approche hybride, effectivement, c'est un petit peu des 2. On arrive à estimer des coûts par activité, donc ça sera votre coût de HRP. Donc on reste sur le coût, unité, hein, soit activité, soit bénéficiaire. Mais voilà, on est sur un coût d'activité, qu'il y ait des projets ou pas, mais on demande quand même, indépendamment, aux partenaires de soumettre des projets qui viseront à répondre à ces besoins avec, un budget indicatif, voire pas forcément de voilà, mais qui soit pas lié à l'estimation des coûts, car ces coûts-là auront été faits par activité. Au choix. Ces trois systèmes, vous faites ce, qui vous convient le mieux au niveau des pays et comme vous avez l'habitude. Si on passe à la slide suivante. Hem On va voir ensemble, vous avez 5 affirmations. Ouais, c'est une question ouverte avant de vous donner la réponse pour utiliser les quelques dernières minutes, utiliser votre matière grise et vous souvenir sur ces 5 réponses possibles, laquelle ou lesquelles
sont vrais pour l'estimation des coûts? Il y a des pièges, hein. À votre avis, lesquels sont vrais? Alors, on a B qui est vrai. Est-ce que vous êtes sûr? On est sur des vraies réponses, hein. Je pense que voyons. Qu'est-ce qu'on a comme réponse? Sauf B, pas mal. Il y en a une autre, il y a une autre piège. Il y en a une réponse piège aussi, mais effectivement. Donc, le premier, étant donné que l'estimation des coûts basée sur les activités ou unités, hein, en fonction de comment vous l'appelez, fait appel à un examen par les pairs, il favorise la cohérence avec le plan de réponse sectoriel. C'est vrai. L'intérêt de ce coût basé sur les unités, c'est qu'il y a un examen par les pairs. Donc cette première-là est vraie. L'estimation basée des coûts basés sur les activités simplifie le financement et le suivi. C'est faux. Ça le complique en fait. Ça le complique parce que justement c'est basé sur les activités. Quand vous êtes basé sur les projets, ensuite il vous suffit de voir quel partenaire a reçu combien d'argent et ensuite faire ce suivi-là par partenaire et par projet. Donc c'est plus simple par projet que par activité. C'était un piège. Je vois qu'il y a pas mal d'entre vous qui l'ont détecté, mais d'autres qui l'ont validé. Les activités, le suivi financier est plus compliqué et le suivi des activités aussi. L'estimation des coûts sur les projets prend moins de temps. C'est faux. Ça peut prendre un peu plus de temps que basé sur les activités. Parce qu'une fois qu'on s'est mis d'accord sur des listes d'activités et sur un coût, le travail se termine. Sur les projets, en fait, il faut revoir les projets, il faut s'assurer que le partenaire est dans la bonne tranche, voir quel niveau d'implication, quel niveau d'activité il fait, quels sont les paquets minimums, etc. Donc, tout ça, c'est des comités de révision, des allers-retours. Donc, sur les projets, ça prend un peu plus de temps. Du coup, l'estimation des coûts prend plus de temps et est plus lourd. Là, c'est faux. C'est assez dynamique, ça prend moins de temps pour les activités. Et par contre, l'estimation des coûts des activités intersectorielles pose problème. Oui, malheureusement, quand on choisit une estimation de coût à l'unité ou à l'activité, le côté intersectoriel est très compliqué à estimer. Très, 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 très compliqué à estimer, ce qui n'est pas le cas au niveau des projets, parce que du coup, les projets, chaque partenaire présente un projet, il va avoir des petites lignes, et chaque petite ligne, qu'elle soit food, sécurité alimentaire, eau et assainissement, santé, nutrition, aura son budget associé. Donc c'est à vous de prendre, vos décisions en fonction de votre habitude et votre âme et conscience et ce que vous pensez faisable. Mais voilà, chaque technique a un peu son pour et contre. Et si on va à la slide suivante, on vous récapitule ça. Donc la première colonne, c'est les coûts
par activité ou unité. Et la deuxième, c'est les coûts par projet. Donc, les avantages de la première par unité ou activité, c'est qu'elle est plus rapide. Il y a une meilleure coordination stratégique. Et du coup, tout ce processus du HRP et de budgétisation n'est pas influencé par les budgets internes de chaque organisation. Au contraire, par projet, si vous avez une organisation qui prend 7% de coûts indirects, plus 7% de coûts sièges, etc., ça va énormément influencer votre coût total du HRP du coup. Et chaque organisation ayant sa propre dynamique budgétaire, vous êtes lié de fait à ces dynamiques-là. Le coût par activité, vous sortez complètement. Mais c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir un chiffre exact parce qu'en plus, ce chiffre-là par activité, après, vous le multipliez par bénéficiaire et vous avez votre coût HRP, mais c'est difficile de savoir. Et du coup, alors, il y a quand même, pardon, dans sa slide, il y a une petite chose qui manque. Il y a quand même de l'examination par les pairs hein, avec les activités, justement au moment où on décide du coût par activité. Par contre, là où il n'y a pas d'examen par les pairs, c'est au niveau des projets, parce qu'il y aura toujours des projets hein, qui seront postés. Mais par contre, là, il n'y a pas prévu d'examination par les pairs. Donc, du coup, la partie développement du projet, quand vous partez sur un coût par activité, celle-là, elle est plus faible. Il y a une difficulté de suivi du financement et des activités. Et les activités intersectorielles sont extrêmement compliquées à budgétiser pour l'instant, malheureusement. Au niveau des projets, par contre, voilà, on a l'examination par les pairs, on contrôle la qualité des projets, qu'ils soient bien tous alignés ensemble, dans une frange budgétaire cohérente et qu'ils soient aussi alignés au plan d'intervention sectoriel. Donc ça, c'est un comité qui évalue ça dès le départ. Donc ça garantit une certaine qualité, un certain dynamisme. Ça offre une visibilité aux organisations participantes parce qu'elles voient les objectifs, les personnes à cibler, dans quelle zone et leurs projets, et combien chaque organisation prévoit de couvrir où et combien ça va coûter. Et du coup, puisque c'est organisé comme ça, le suivi financier en est simplifié, et ainsi que le suivi par indicateur. C'est plus simple. Chaque partenaire va rapporter là où il a dit qu'il allait et combien il a touché, et le suivi est fait. Les désavantages par projet maintenant, c'est que c'est plus long et un peu plus lourd, parce qu'il y a effectivement ces allers-retours avec les projets pour tout bien valider, que les numéros soient bien alignés, qu'il n'y ait pas des ONG dans les mêmes zones, qui couvrent les mêmes bénéficiaires. Donc il y a beaucoup de travail là à ce niveau-là. Et voilà, le risque, comme on disait tout à l'heure, c'est d'avoir soit trop de sous, soit trop en demander, soit pas assez. Pour le trop, ben là, c'est pendant la révision avec les pairs qu'il faut refaire redescendre les partenaires dans des tranches entendues. Une ONG nationale n'a pas le même coût de fonctionnement, n'a pas les mêmes coûts attendus sur le même type d'activité qu'une ONG internationale. Il faut savoir le définir, ça. Et en fait, le côté sous-budgétisation, il peut être solutionné par un projet UNICEF qui vient mettre à niveau tout ça. Donc ça, c'est moins grave. Mais en cas de surbudgétisation, voilà, il faut rétablir ça. Donc l'idée, c'est d'avoir en amont un petit tableau par type d'activité attendue de nutrition en urgence et des tranches de coûts par ONG internationales et nationales attendues. Comme ça, vous dites à vos partenaires, si vous tombez dans ces tranches-là, la révision par les pairs sera agile et facile. Si vous êtes en dehors, sachez qu'on reviendra vers vous pour que vous rentriez dans les clous. Voilà, donc j'espère que c'est clair à ce niveau-là, des avantages et des inconvénients. Vous pouvez choisir, là pour l'instant, je ne sais pas si OCHA va demander au pays de faire tous les clusters pareils ou s'ils vont continuer comme les années précédentes à laisser chaque cluster ou secteur décider de sa propre approche. Mais en tout cas, voilà, c'est les avantages et les inconvénients de chaque. On n'a pas de prescriptif pour l'instant. On est là pour vous aider hein, à ce niveau-là, pour cette étape-là. Est-ce que ça vous paraît clair? Oui, Aboubakari. Oui, merci Rachel. Moi, je pense que c'est très clair pour moi. J'avais juste une question, peut-être que ça sort un peu
de l'étude du webinaire. C'est vrai, on vient de voir le coût du HRP selon l'approche qu'on utilise, mais en même temps, comment on fait le suivi des financements le suivi du financement du plan. Par exemple, bon, on a le système FTS. Bon, je pense que ceux qui utilisent OPS, c'est plus simple, mais pour ceux qui utilisent l'approche unité activité, alors, comment on peut s'assurer mieux de s'assurer que le plan est financé? Est-ce qu'il y a une méthodologie spécifique? Parce que j'ai l'impression que avec le coût par activité, souvent on peut perdre de l'information sur le niveau de financement du plan de réponse. Oui, tout à fait. C'est effectivement, mais tout à fait, c'est effectivement ce qui est signalé pour l'instant comme limitation, et c'est ce à quoi OCHA est en train de travailler cette année en fait. Pour mettre à niveau et essayer de résoudre ce problème où le coût par activité est intéressant à faire, mais il présente un challenge notable au niveau du suivi financier. Et effectivement, que ce soit activité ou projet, les deux vont utiliser FTS et OPS et OPS. Mais quand on est parti sur un coût projet, on va utiliser mieux et plus rapidement et plus facilement les FTS et OPS qui sont liés, hein, pour ce suivi financier. Mais c'est en cours. Voilà. Quand on arrivera à la phase de suivi, on pourra refaire des appels, on vous sera en contact avec vos points focaux régionaux et on pourra refaire soit un webinaire si OCHA a sorti des recommandations à ce moment-là, soit des soutiens individuels pour vous aider effectivement à mettre en place ce suivi, le temps que les recommandations officielles arrivent. Merci à Boubacari. Une autre question? Thérèse? Ok. Oui, bonjour Géraldine et merci pour la présentation. En fait, je voulais revenir sur la slide précédente. Je crois que j'ai manqué une partie au niveau de l'examen par les pairs Oui. ou le coût par activité. C'est un avantage, non? Parce que je Oui, vois ça dans la partie inconvénients. oui, parce c'est un travail avec les pairs, hein, pour l'estimation des coûts par activité, mais il n'y a pas forcément, voilà, il y a pas forcément, vous pouvez ne pas le faire. C'est-à-dire que si vous arrivez à obtenir un coût par activité, si vous arrivez à obtenir un consensus avec vos partenaires, c'est pas la peine de faire un examen par les pairs, en fait. Et Mhm. donc, pour l'estimation des coûts, c'est pas obligé. Si vous voulez le faire, si vous voulez le faire, vous le faites et c'est un avantage. Pour l'estimation pour les projets, c'est pas prévu. Pour ça, c'est une Mhm. étape qui est pas prévue. Ok. Parce que du coup, comme la dynamique va être différente, c'est pas prévu. Donc les pairs, ils sont au niveau du coût projet par activité de l'estimation des coûts si besoin, et pour les projets, c'est pas prévu. Tandis que quand on est au coût par projet, là, les pairs, dès le départ, ils y sont, en fait. Voilà. Ok. C'est ça. Donc par activité, c'est pas obligé. Mais bon, comme il faut obtenir un consensus, on l'admet quand même, hein. Mais c'est pas le même rythme que par projet. Vous êtes pas obligé d'établir un comité, et cetera, en fait, hein. Si vous y arrivez, tout simplement en consultant les partenaires, voilà. C'est plus clair? Oui, oui, oui. Merci, OK, Géraldine. super. Merci Thérèse. Donc, on va passer aux slides suivantes et je vais laisser la parole à Rachel. Effectivement, merci Géraldine. Donc, petite question, laquelle des affirmations suivantes est vraie? Plusieurs réponses possibles. Alors, sont vraies, pardon, je me suis mal exprimée. Donc, je vous laisse lire et puis, comme d'habitude, répondez dans le petit chat. À votre avis, quelles affirmations suivantes sont vraies? Pensez-vous?
Est-ce que quelqu'un a une idée? Vous êtes fatigué? À votre avis? Aboubakari, vas-y. Merci. Bon, je pense que c'est la question, c'est le point C qui n'est pas exact. Alors, attends, il y a d'autres personnes qui répondent. AC. Alors, il y en a qui te contredisent, qui disent que C, c'est bon. Ok, BD, ABD, ok. Ok, bon, on n'a pas trop de temps, donc je vais peut-être pas trop. Je vais répondre. Donc, effectivement, Aboubakari, je suis d'accord avec toi. Le point C n'est pas correct, hein. Dans le cluster nutrition, nous sommes d'office sensibles au genre car nos activités sont axées principalement sur les femmes et les filles. Ça sera un petit peu simple. Et puis, les filles, c'est voilà, c'est pas réel, hein. On s'occupe aussi bien des garçons que des filles. Voilà. Et puis, malheureusement, il faut faire un peu des recherches, des évidences. Il nous faut un peu plus d'évidence que ça. On peut pas juste se caler sur nos données. Après, A et B, j'allais écrire. Alors, espérance, A et B, donc c'est vrai. C'est ça que tu me dis? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y en a qui n'ont pas mis la A. Qu'est-ce que vous pensez de la A? Pourquoi il y en a qui m'ont pas mis la A? Colin, tu veux nous dire pourquoi tu n'as pas mis la A? Oui. Bon, moi, je pense que j'ai pas voulu opter pour la A parce que je pense que ça devait être euh, un peu plus spécifique, le ciblage, même pour les personnes en situation de handicap, que de faire des déclarations générales. Tout à fait. Bah, bravo, parce qu'on pensait que ça allait être le piège, mais tu l'as trouvé. Donc, effectivement, bon, il y en a d'autres collègues hein, aussi qui ont évité là. Donc, en fait, les deux affirmations qui sont vraies, ce sont la B et la D. Donc, pour tenir compte des divers besoins des personnes, la réponse devrait comprendre des activités intersectorielles, être mise en œuvre grâce à la collaboration intersectorielle. Et puis le AAP, donc en français, je ne me souviens jamais. La redevabilité envers les personnes affectées doit être prise en compte tout au long du processus du CHP. Voilà, très bien. C'est clair pour tout le monde? Ok, bon, je rajoute rien par rapport à l'explication de Paulin, mais il a tout à fait raison qu'il nous faut des informations un peu plus cadrées, correctes, avec de l'évidence. On ne peut pas juste avoir des informations générales. Et ça, c'est valable pour tout d'ailleurs. Merci bien. Donc, alors, cette diapo, elle fait mal aux yeux. Après, cette année, on a décidé de ne pas trop rentrer dans les détails, parce que l'année dernière, on vous avait donné pas mal d'informations sur la considération clé en fait, à prendre en compte pour toutes les cross-cutting issues, donc qui sont le genre, le handicap, la redevabilité envers les personnes affectées, ainsi que la violence basée sur le genre. Donc là, on a remis les liens en fait hein, sur les documents clés auxquels vous allez pouvoir accéder. Comme disait Géraldine, hein, on est complètement disponible si vous avez des questions par rapport à ça. On a aussi des points focaux au niveau de l'UNICEF qui nous aident, et notamment ils sont les auteurs hein, des guides qui sont référencés ici. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter si vous avez des questions par rapport à ça. Seule chose, hein, pour revenir un petit peu sur les informations générales, un point important justement hein, quand on parle de personnes en situation de handicap ou les VBG, il faut s'assurer, pour nous c'est quoi l'idée? C'est vraiment s'assurer que ces personnes aient accès au centre, au service de nutrition qu'on met en place. Donc il va falloir bien faire attention que nos PIN et nos cibles en fait, hein, soient bien ventilées entre le sexe, l'âge et la personne, noter si la personne souffre d'un handicap ou pas. Ça nous permettra de faire un suivi, de surveiller s'il y a l'impact de la crise, mais surtout pour nous, ce qu'on veut voir, si ces personnes ont autant accès que les autres, quoi, voir l'égalité d'accès au centre de santé ou de nutrition ou aux services qu'on a mis en place. Donc ça, pour moi, c'est un peu la chose clé auquel il va falloir bien faire attention, c'est qu'on dispatche bien et qu'on met en avant ces personnes, en fait, pour pouvoir après, s'assurer que les services sont bien mis en place de façon égalitaire. Voilà.
Nos collègues de la VBG aussi, je ne sais pas s'il est là, mais il y avait un guide en fait qui était assez intéressant. On peut peut-être le partager avec vous pour comment atténuer les risques en fait. Et ça vous donnait un petit peu des tips sur à quoi faire attention en fait, juste pour vous faciliter la réflexion et surtout la mise en place de certaines activités. Donc ça, on va s'assurer que ce soit bien partagé avec vous. Et puis, il y a toujours aussi par rapport aux personnes, pour la redevabilité envers les personnes, les populations affectées, il y a aussi le framework qui a été développé spécifiquement pour la nutrition. Donc ça, c'est aussi intéressant de vous y référer pour développer les activités. Voilà, là-dessus. Et puis, bon, juste encore une fois, j'en profite d'être avec vous pour vous rappeler la collaboration intercluster secteur, hein, même si je vous disais auparavant que c'est souvent avec nutrition, achat, sécal et santé, mais pas que. Et tout, encore une fois, ce que je vous ai dit, hein, c'est vraiment mettre la population au centre. Donc là, vous voyez la petite famille. Et l'idée, c'est vraiment par rapport au contexte, par rapport à la saisonnalité, par rapport à ce qui se passe dans vos pays, vraiment voir ce qui fait sens en fait en termes de collaboration. Surtout pas juste se limiter à santé, NUT, FoodSec et WASH, mais vraiment collaborer avec les secteurs, les clusters, pour répondre au mieux aux besoins de la population. Donc ça, c'est vraiment important. Je ne répète pas le document de référence pour vous aider à développer ce genre d'approche. Donc c'est ce qu'est-ce que la collaboration intercluster secteur. Donc ça, je vous enverrai le lien. Et puis, ce qui est important, voilà, ce qu'on a discuté, si vous avez validé des activités conjointes, pensez à mettre 1 ou 2 indicateurs dans le HRP, ça sera un gros progrès, des indicateurs conjoints. Et puis, l'idéal aussi, c'est d'essayer d'avoir un paragraphe. Alors, je sais qu'il n'y a pas d'espace dédié hein, et que tout est par secteur, malheureusement, dans le rapport prévu du HRP. Mais n'hésitez pas à consulter les clusters avec qui vous travaillez conjointement, au moins d'avoir 1 ou 2 phrases, hein, je sais que la place est limitée, mais qui fait référence à cette collaboration intersectorielle. Vous pouvez tous la répéter, c'est un peu bête, ça serait plus simple d'avoir un chapitre en commun. Je sais que ça s'est fait dans certains pays, donc ça dépend un peu de la flexibilité d'OCHA dans votre pays. Mais s'il n'y a pas moyen d'avoir un petit paragraphe séparé spécifiquement pour ça, moi, ce que je vous conseille, c'est que chacun répète 1 phrase, 2 phrases pour mentionner cette collaboration. Au moins, ça sera présent et permettra d'acter sur l'intersectorialité. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des dernières questions. Sinon, de façon similaire au HNO, hein, et comme Géraldine l'a dit, on reste disponible. Donc là, vous avez les contacts des personnes clés, Anténé, Face, donc ça c'est plus les pays anglophones. Sinon, Géraldine, pour l'instant pour le pays francophone, et il y a Chabib aussi, notre IM, qui est disponible. Pour le soutien, l'idéal, c'est de remplir le questionnaire qui est disponible sur le site du Nutrition Cluster. Si vous nous contactez directement, il n'y a aucun souci. On fera de notre mieux, on répondra, bien entendu. Et puis là, il y a quelques documents de ressources, mais on va s'assurer avec Géraldine que vous recevez bien les documents clés avec le compte-rendu de cette réunion, ce qui veut dire l'enregistrement et puis toutes les diapos qu'on a visionnées avec vous aujourd'hui. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions. Sinon, on vous remercie très sincèrement de votre participation et votre écoute. Et puis, on reste disponible, de toute façon, vous savez où nous joindre. Donc, n'hésitez pas, il vaut mieux poser les questions que de passer des heures et des heures à galérer sur ces documents. Donc, grand merci à tous et puis bonne fin de journée alors. Merci beaucoup à toutes et à tous. Bonne fin de journée. Merci beaucoup, Rachel. Merci, Gerline. À bientôt, tout le monde. Merci. Bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.